Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Salesv. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir William, qui est Regional Director France et Royaume-Uni chez IBAN First. Comment vas-tu, William? Bonjour Abdella, ça va très bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ensemble avec toi ton parcours chez IBAN First. Tu as la particularité d'avoir commencé vraiment en tant que stagiaire pour aujourd'hui devenir régional directeur. Donc, on va voir un petit peu ensemble ton parcours au sein de IBAN First. Mais avant, peut-être de commencer, est-ce que tu peux nous donner une petite brève présentation de toi? De moi ou de Even First? On va commencer par toi et puis après, la prochaine question sera plus sur quel problème IBAN First D'accord. aujourd'hui résout. Ouais, ça marche. Donc du coup, donc William Gerlach, je suis régional directeur France et Royaume-Uni chez Even First. Ça va bientôt faire 10 ans que j'ai rejoint Even First. J'ai commencé en janvier 2014, au tout début de la phase de lancement commercial d'Event First, en tant que stagiaire. On était au début 2 sur le bureau parisien, 5 dans le groupe, donc répartis entre la France et la Belgique. Et j'ai trouvé ce stage de fin d'études grâce à mon réseau alumni de mon école de commerce. Et j'étais là pour signer les premiers clients, établir un pitch commercial, mettre en place des process de vente. Au début, j'étais un peu un couteau suisse en faisant le sourcing, la partie call calling, prise de rendez-vous, animation de rendez-vous, suivi client. Donc ça a été très enrichissant en termes de première expérience commerciale. Et j'ai très vite constitué une équipe au bout de 6 mois de mon arrivée chez Ivan First. Donc, j'ai commencé à recruter des commerciaux pour démultiplier notre force de frappe sur le marché français. Et au cours de des années, j'ai structuré une équipe commerciale, structuré également toute la partie opération marché, donc les opérations de change, domaine dans lequel on est spécialisé chez Event First, et fait évoluer à la fois les différents KPI des sales, des objectifs en fonction de là où on voulait arriver en termes de croissance. C'est à chaque fois été un challenge de revisiter son équipe commerciale, ses process, ses KPI, et j'ai eu la chance d'évoluer avec ces sociétés et de grandir avec elles. Donc, voilà, j'ai commencé stagiaire, j'ai été très vite responsable commercial d'une équipe de 6 sales euh, que j'ai fait évoluer pendant 6 ans. Ensuite, je suis passé directeur France, donc en charge de tout le périmètre du marché français. Et récemment, on a racheté une société au Royaume-Uni dont je suis en charge de la partie intégration de cette société et également de la migration de toute la base client existante là-bas. Et donc, je couvre aujourd'hui donc le marché français, le marché UK. Merci beaucoup pour cette présentation. Et c'est peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites chez Ivan First et quels problèmes vous résolvez? Oui, alors IBAN First, c'est un établissement de paiement qui est spécialisé dans la gestion de devises pour entreprises. Donc, on a créé une plateforme à travers laquelle nos clients peuvent émettre et recevoir des virements en devises. On propose jusqu'à 30 devises de compte aujourd'hui. Donc, on met à disposition de nos clients des comptes qui sont nominatifs, ça veut dire qu'ils sont ouverts au nom de la raison sociale de la société. Et en plus de pouvoir émettre et de recevoir des virements de devises, ils ont la possibilité d'effectuer des opérations de change, d'acheter ou de vendre des devises. Par exemple, une société française qui doit payer son fournisseur américain en dollars américains va se connecter sur son compte IBAN First, saisir le montant de sa facture, par exemple 50 000 dollars américains, et on va lui proposer un cours de change qui va se rafraîchir toutes les 10 secondes parce qu'il va évoluer en fonction de la volatilité du marché. Et dès que la personne a validé le cours de change, on émet le virement à destination de son bénéficiaire. Pourquoi on a créé Banfirst? Parce que ce type d'opération est à 95% adressé par les banques aujourd'hui. Et quand on fait une même type d'opération avec une banque, c'est chronophage, c'est assez opaque. C'est une opération qui peut aussi
dégager de l'ancienneté pour les trésoriers ou les comptables, ou les directeurs financiers qui font face à ce type d'opération, puisqu'ils ne sont pas en maîtrise de l'opération. Parfois, il faut contacter son conseiller par email ou par téléphone parce qu'on peut pas faire les virements internationaux en ligne et les frais sont très difficiles à décortiquer et à comprendre. Et nous, on a voulu en fait apporter de la transparence tant d'un point de vue tarification auprès de nos clients, ce type de transaction, et surtout apporter de la simplicité et leur permettre d'avoir un accès 100% digital et démocratiser ce type d'opération et de leur permettre de bénéficier de conditions qui sont dignes que peuvent avoir des grands groupes ou des sociétés cotées aujourd'hui. Et au-delà de tout ça, on accompagne nos clients, on les sensibilise également sur tout ce qui est la couverture de change, parce que le marché du change est un marché qui est volatile. L'euro-dollar est passé en dessous la parité, donc en dessous de 1 sur la fin de l'année dernière. On est remonté aujourd'hui à un 10, donc on a une variation qui est de près de 15% en l'espace de 8 mois, ce qui est assez fort. Donc ça veut dire qu'une société peut voir sa marge commerciale exploser de 15%. Donc on les accompagne pour leur permettre de sécuriser leur marge commerciale en proposant des produits de couverture de change. Parfait, merci beaucoup. Ici, on va un petit peu revenir sur ton parcours que tu as bien décrit sur la présentation. Tu as beaucoup parlé du recrutement et de KPI. Ici, moi, je vais te poser une première question. En tant que quelqu'un qui a vu évoluer donc une équipe commerciale où tu as commencé quasiment seul et au bout de certaines années, donc tu as recruté beaucoup de personnes. Aujourd'hui, quel type de profil dans une équipe sales il faut recruter et à quel moment dans le processus d'évolution? Moi, je me suis jamais fixé sur un profil type à recruter. J'ai toujours plutôt marché et fonctionné au feeling. Euh, j'ai un Peut-être que mes RH n'apprécieront pas ce que je vais dire, mais lorsque j'ai un entretien avec un candidat, je regarde jamais son CV. Je découvre toujours en premier la personne avec laquelle j'échange pour me fier plutôt à ses valeurs et le feeling que je vais avoir avec cette personne. Et bien sûr, après, je m'intéresse à ses expériences et aussi son background. La partie académique, c'est pas quelque chose qui m'importe énormément. Pas besoin de faire une grande école pour être un bon vendeur. Et on peut faire aussi une grande école en ayant un projet initial qui ensuite la personne souhaite se reconvertir en tant que vendeur. Donc j'essaye d'arriver en entretien avec zéro a priori, zéro jugement sur la personne que je vais rencontrer. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse de mon équipe, c'est d'avoir une diversité de profils avec des personnes qui peuvent venir, bien sûr, d'écoles de commerce parce que c'est ce qui est plus répandu aujourd'hui, mais aussi d'universités ou des personnes qui ont fait des BTS. Ce que je vais regarder avant tout, c'est une personne qui va être dynamique, qui va s'exprimer bien, qui va aussi bien écrire, qui va bien présenter, puisque les commerciaux d'une société et également chez Event First sont les personnes qui sont en première ligne et donc qui vont euh, représenter la société, qui vont être la vitrine de la société. Donc c'est important, très important pour nous d'avoir une très bonne image de notre société d'un point de vue extérieur. Et le premier contact qu'on a avec les prospects, il est crucial. Les premières secondes qu'on va avoir au téléphone ou lorsqu'on va rencontrer une personne sur un salon sont primordiales. Et donc c'est celles-ci sur lesquelles il faut s'appuyer pour arriver à bien faire sa vente, bien présenter et accrocher un échange avec la personne échange. Donc, je vais pas me dire que lorsque je vais cibler un profil, je veux qu'il ait fait telle école, qu'il ait tant d'années d'expérience, dans background. Forcément, je vais avoir je vais avoir une préférence pour des personnes qui ont un esprit un peu matheux, qui ont déjà travaillé dans la finance, ou qui ont une première expérience commerciale, parce que ce sera des profils qui seront moins longs à former de mon côté, qui seront plus vite opérationnels. Mais j'ai déjà recruté des personnes, des commerciaux qui venaient de l'univers du recrutement ou de l'immobilier, et j'ai déjà aussi recruté des personnes qui n'avaient jamais fait de commercial. Il y a beaucoup d'écoles de vente aujourd'hui
sur des cursus qui durent 4 à 6 mois, qui existent et qui se sont créés sur ces dernières années. Et on a déjà aussi recruté des profils issus de ces formations-là. Et donc c'est comme ça que j'ai bâti mon équipe. Et c'est comme ça que je veux continuer à la bâtir en me fonction sur les valeurs que dégage la personne, le dynamisme qu'elle va avoir, l'envie qu'elle va avoir de se transcender pour atteindre ses objectifs, pour faire évoluer notre équipe commerciale avant. Et donc ici, quand on parle de recrutement, donc la structure de l'équipe commerciale se complexifie avec le temps. Donc au fur et à mesure qu'on a des personnes qui viennent, comment est-ce que cette structure chez Iban First a évolué? L'organisation et la structure commerciale, elle a souvent été marquée à travers à chaque fois qu'on a levé des fonds. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que tu as une injection de capital au capital et donc tu disposes de plus de cash pour arriver à développer ta société, non pas uniquement sur la partie commerciale, mais sur ta partie tech, produit et aussi marketing et auprès des autres services. Mais c'est ce qui te permet d'aller utiliser des outils ou acheter des licences que tu ne pouvais pas te permettre avant parce que tu faisais attention à tes coûts et où tu vas pouvoir investir et ce qui va te permettre aussi de plus recruter. Et le second lien avec les levées de fonds, c'est que aujourd'hui, en tout cas sur l'époque à laquelle Iban First levait des fonds, ce qui n'est plus trop le cas maintenant, les fonds d'investissement avec lesquels on levait, on avait un réel accompagnement et un partage de connaissances avec eux, et donc ils nous partageaient des best practices de ce qu'ils avaient vu dans d'autres scale-up et dans d'autres sociétés, d'autres startups dans lesquelles ils investissent, et donc ils à chaque fois nous recommandaient d'essayer tel plan d'incentive, telle fonction de support, tel accompagnement pour mieux organiser et piloter notre processus de vente. Donc au tout début, comme je te le disais, un sales, et j'en ai fait partie, on faisait tout de bout en bout, du sourcing client, trouver le numéro de téléphone, l'email de la société, premier contact, passage du barrière de la secrétaire ou du standard, explication de l'offre, prise de rendez-vous, animation du rendez-vous, closing client, récolte des documents, accompagnement du client sur les premières opérations, puis toute la partie animation de portefeuille client, donc toutes les fonctions de SDR à un compte manager au final en passant par l'acquisition. La première étape qu'on a fait, c'est que on a scindé la partie acquisition de la partie élevage de portefeuille client, donc account manager. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais des bons vendeurs qui passaient trop de temps à gérer un portefeuille client au lieu d'aller démarcher de nouveaux clients. Donc c'est un premier cut qu'on a fait en scindant la partie acquisition et la partie account manager. Et par la suite, le constat que j'ai fait, c'est que j'avais des bons vendeurs qui passaient du temps à closer des clients, mais pas assez. Pourquoi? Parce que ils passaient du temps à sourcer des sociétés, à trouver des sociétés. Du coup, on s'est dit que si on arrivait à les alimenter en rendez-vous pour qu'ils soient uniquement dédiés à l'animation de rendez-vous, à du closing client, on arriverait à augmenter du coup notre productivité. Donc c'est à ce moment-là qu'on a mis en place une équipe de SDR pour venir sourcer des leads, prendre des rendez-vous pour cette équipe de sales executive qui a donc la tâche et le rôle de animer ces rendez-vous et de faire du closing client. Et la dernière analyse qu'on a faite il y a 2-3 ans de ça, c'est que les sales exécutives passaient beaucoup de temps à relancer en fait les clients pour obtenir des documents manquants pour une ouverture de compte ou pour faire du support client sur les premières opérations. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis en place une équipe de CSM pour permettre de dégager de la bande passante à l'équipe sales exécutive, puis après aussi dans un second temps auprès de l'équipe d'account manager pour venir décharger de toutes ces tâches administratives qui sont non orientées côté business et pour venir automatiser et processer toutes ces fonctions de récolte de documents, d'informations de vente et accompagnement client qui est non lié à du business chez nous. Donc on est parti en fait d'un sales qui était multitâche et multicasquette à une organisation cible avec une équipe de SDR qui fait de la prise de sourcing, prise de rendez-vous, identification des premiers besoins, ensuite le rendez-vous
va auprès d'un sales exécutif qui a pour rôle d'exécuter le meeting, de faire la négociation commerciale, de closer le client. Au moment de la phase de closing du client, il est aidé, accompagné de l'équipe CSM qui va aller venir récolter tous les documents nécessaires liés à l'ouverture d'un compte chez Iban First. En tant qu'établissement financier régulé, on se doit de récupérer quelques documents justificatifs et légaux pour travailler avec une société. Et une fois que la société est onboardée, a effectué ses premières opérations, il transite auprès de l'équipe d'account manager qui aura pour le but de s'assurer de l'animation du portefeuille client et d'optimiser les revenus de nos clients dans du cross-sell et de l'upsell. Parfait. Tantôt, tu as mentionné une chose hyper intéressante par rapport aux levées de fonds qui ont impacté la structure de l'équipe commerciale. Ici, j'aurais la même question par rapport au KPI. Comment est-ce que ça a évolué déjà premièrement dans le temps, durant les années, et surtout comment est-ce que le fait de lever des fonds, est-ce que ça a transformé cette évolution, que ce soit pour les KPI et surtout pour la partie vision aussi? Est-ce qu'il y a eu un impact, le fait de lever des fonds, par rapport à toi en tant que responsable sales? Tu as une certaine vision, tu as certains KPI à mettre en place. Est-ce que le fait d'avoir levé des fonds, ça a impacté d'une manière ou d'une autre l'évolution des KPI que tu as pu mettre en place et surtout ta vision que tu as de l'équipe sales? Oui, bien sûr. À chaque fois, ça a eu un impact assez fort et un impact décisif pour la croissance d'Iban First, parce que ce que regarde une société lorsqu'elle investit dans une start-up n'est pas la même chose lorsque la société a 1 an ou 2 ans ou quand elle a 5 ans ou 6 ans du coup d'ancienneté et d'activité. Au début, on était très orienté sur l'acquisition client, le nombre de comptes qu'on arrivait à signer, ce qui permettait de démontrer qu'on avait développé une plateforme, une technologie, un service qui répondait à un besoin et qui a créé de l'appétit et où on avait besoin du coup, d'accélérer ensuite dans un second temps sur la partie revenu. Au tout début d'Iban First, la typologie des clients qu'on est capable d'adresser, de signer aujourd'hui, on n'était pas capable de le faire du fait de la taille de la société, des flux qu'on était capable de gérer à l'époque. Et ce sera la même chose dans 5 ans. Il y a des sociétés aujourd'hui qu'on n'est pas en mesure d'accompagner parce qu'on n'a pas le service qu'il faut, parce qu'on n'a pas la capacité financière donc peut-être de les accompagner, mais dans 5 ans ou dans 2 ans, on sera capable de les accompagner tout à fait largement et facilement. Donc à chaque fois qu'on a levé des fonds, ça a été un moyen de revoir nos KPI, de savoir quels étaient les leviers de croissance qu'on devait arriver à actionner pour justement continuer sur le dynamisme sur lequel on était. Au début de notre aventure, on était capable d'adresser des TPE ou des PME, ce qui a créé une base très solide de clients. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans le levée de fonds, on était capable d'aller signer des plus grosses sociétés. Au niveau de la vision, on a toujours, en fait, justement, l'idée, c'est que quand un investisseur qui rentre chez toi, c'est comment tu vas développer ton service, quelle part de marché tu peux encore aller chercher et de quoi tu as besoin. Tu as forcément un investissement à faire dans la tech au niveau des features à mettre en place et à développer pour justement aller signer les clients de demain qui vont te permettre de continuer à supporter ta croissance. Et donc, ça peut être aller signer des plus grosses sociétés avec lesquelles tu vas gérer plus de flux. Ça peut être racheter des concurrents ou racheter des sociétés dans des pays limitrophes dans lesquels tu es pour permettre d'étendre des parts de marché ou d'ouvrir de nouveaux pays dans lesquels tu souhaites implanter puisque tu as identifié un besoin sur ce marché-là. Donc à chaque fois, il y a un alignement qui se crée et une évolution de tes KPI par rapport à bah, la vision que tu dois mettre en place par rapport à la levée de fonds que tu as fait et ce que vise ton investisseur chez toi en termes de rentabilité et de profitabilité
pour la société, de quoi tu as besoin et comment tu le mets en place et qu'est-ce que tu dois développer en termes de services et comment tu vas faire évoluer ta société pour y arriver. Et à chaque fois, justement, tu te mets un plan à 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec des points de passage sur quelle case tu dois cocher pour être sûr de bien être sur ton track record pour arriver justement à atteindre ces objectifs de ta top line, forcément, pour respecter le business plan et ce que tu as signé, auprès de quoi tu t'es engagé auprès de tes investisseurs. Derrière, tout ce qui en découle en termes de stratégie, tant d'un point de vue commercial, qui va venir s'aligner avec ta stratégie marketing et donc s'aligner avec ton équipe produit, qui va s'aligner avec ton projet de développement pour avoir toute une équipe, une société en fait qui est alignée vers un projet commun à moyen long terme. Et justement, mais par rapport à ça, est-ce que vous avez, pour permettre cette, euh, déjà de un, quand il y a des levées de fonds, etc., de satisfaire les investisseurs et avoir une équipe commerciale qui est de plus en plus performante, est-ce que vous avez créé au sein de IBAN First un pôle de sales enablement, donc qui est mis en place chez IBAN First? Et si oui, à quel moment vous avez senti le besoin de le mettre en place et pourquoi? Alors, le besoin, on l'a ressenti juste au moment où le Covid a commencé. Pas au meilleur moment pour lancer un nouveau projet et créer une équipe et recruter des personnes, malheureusement. Euh, Après la fin du Covid, forcément, on était tous focus sur de nouvelles choses. Donc, c'est un projet qui a eu toujours du mal un peu à démarrer et à se lancer. Donc, on est toujours en plein dedans dans l'implémentation de cet enablement, sur la création de contenu, l'utilisation d'outils. On n'a pas de personnes dédiées aujourd'hui au sales enablement chez Event First. C'est encore est-ce que ça a sa place chez Event First? La réponse est oui, forcément. Euh, Comment on va réussir à le mettre en place et quand? Je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas euh, sur un mois, mais qui se construit sur la durée, puisque c'est une réelle euh, politique à avoir et il faut que tout le monde y adhère. Si les managers et les sales n'y adhèrent pas, ça sert à rien d'avoir des sales enablements si ce n'est pour faire joli et dire qu'on a des sales enablements. Donc il faut bien comprendre les besoins et les identifier. Euh, pour pallier à le fait de ne pas avoir de sales enablements aujourd'hui, euh, moi aujourd'hui, ce que je demande à mes managers, c'est tous les vendredis après-midi de créer, de réunir leurs équipes et d'animer des formations sur différents sujets. Ça peut être sur des aspects techniques, sur des parties commerciales, demander aux sales de remonter des pain points qu'ils ont sur leur phase de closing ou d'approche client pour voir comment on peut travailler du coup ces phases-là sur les aspects juridiques, sur les aspects légaux, compliance, pour toujours être à jour sur les différents items auxquels fait face un sales aujourd'hui. Et je pense que demain, justement, l'idée, serait d'avoir dans un cycle de vente, à un moment donné, je suis à telle phase de mon étape de prospection, quel contenu doit m'être poussé, quels sont les signaux auxquels je dois faire attention, quel élément de langage je dois utiliser, et tout ça, il faut qu'on arrive à l'automatiser, et il faut qu'on arrive à le pousser avec une équipe de fonction de cet enablement. Et c'est des choses qui se construisent dans la durée, puisque naturellement, pour savoir quel contenu pousser quand, quelle information pousser quand, et ben il faut avoir de l'expérience et du retour terrain pour arriver à construire ça. Donc on y pense beaucoup, on a beaucoup de réunions de travail sur le sujet et c'est un projet qui avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait malheureusement, mais qui est en bonne voie. Et aujourd'hui, toi, tu as eu la chance d'être passé par toutes les étapes, on va dire en tant que sales, du stagiaire à aujourd'hui le directeur. Quel conseil tu donnerais à un junior sales qui vient de démarrer ou qui démarre dans une entreprise pour qu'il puisse évoluer rapidement, efficacement et de la meilleure manière? Le conseil que je donnerais, ce serait le premier, c'est écouter les retours que va faire un manager et les appliquer. Euh, et être méthodique, tout simplement, parce que si un manager est à sa place et s'il donne des guidelines et des directions, c'est pas pour
utiliser entre guillemets le pouvoir de manager qu'il peut avoir ou de leader, mais c'est pour que la personne dans son équipe performe avant tout. Euh, et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, un sales est forcément têtu par définition. Quand on leur fait part d'un conseil ou d'une remarque, ça peut très vite rentrer dans une oreille et ressortir par l'autre. Et malheureusement, il y a pas mal de sales qui vont s'entêter à croire en leur martingale ou leur process de vente et qui malheureusement ne marche pas tout le temps. Le second point, ce serait de faire preuve de patience. Tout Rome ne s'est pas fait en un jour et un sel ne se construise pas en un jour. Il a besoin d'acquérir de l'expérience pour construire un pipe et pour aller signer des sociétés de plus en plus grosses. Il y a un timing pour signer des sociétés ou pour des deals. Malheureusement, le timing, les planètes ne sont pas tout le temps ne sont pas tout le temps alignées et parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant d'arriver à avancer avec une société et il faut toujours garder un contact avec les personnes et travailler la partie relationnelle qui est très important et qui, je pense, se perd beaucoup aujourd'hui du fait du télétravail, d'une part, où les personnes se rencontrent moins, il y a moins d'échanges, moins de création d'affinités qui puissent se créer et de relationnel. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai un souvenir, mais j'ai un client, je crois, un des plus gros clients que j'ai signé chez Ivan First au début, j'ai mis 2 ans et demi à le signer et après c'est devenu un très très bon client et en plus on a une très très bonne relation aujourd'hui et c'est quelque chose qui s'est fait dans la durée. Forcément j'ai eu de la frustration puisque sur la période des 2 ans et demi où j'ai eu des contacts avec ces sociétés, bah il y a eu tout le temps des oui on va le faire et en fait ça c'est le temps décalé d'un mois, 2 mois, 6 mois, etc. Mais le fait d'avoir fait preuve de patience et d'avoir été à l'écoute de mon prospect, c'est ce qui m'a permis du coup d'arriver à une victoire sur ce deal-là. Et dernier point, je pense, c'est euh, une vente ne se fait pas en un jour, elle se construit sur la durée. Euh, et je pense qu'il faut contacter aujourd'hui un lead au moins 8 fois avant de le disqualifier et de le sortir de son pipe. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils, ce parcours, enfin ce partage de parcours qui est très très enrichissant. On va passer ensemble à la deuxième partie de l'émission ici où je vais te poser des questions assez courtes. Je vais directement commencer par la première. Durant ta carrière, ta longue carrière en tant que sales, quel a été le meilleur conseil euh, que tu aies donné? Alors c'est pas un conseil qu'on m'a donné, je pense, dans le monde du travail, mais plutôt j'ai beaucoup joué au rugby quand j'étais plus jeune et je pense que c'est là que je le ressors en tout cas. C'est toujours se remettre en question. Comment on peut s'améliorer, comment on peut arriver à faire mieux le prochain. Euh, le deuxième, ce serait de repousser ses limites. Ok, j'ai signé une grosse société, ok, j'ai fait une nouvelle opération. Comment je peux arriver à la dupliquer? Comment je peux aller chercher quelque chose de meilleur pour la prochaine fois et comment je peux arriver à être la meilleure version de moi-même. Euh, et le dernier conseil qu'on m'a donné, c'est que bah rien n'est jamais acquis, que ce soit dans la vie, dans le monde du travail, dans la vie personnelle. Et on peut avoir un client aujourd'hui qui ne le sera plus demain. On peut avoir, on peut être un super sales aujourd'hui et on peut et tout peut s'écrouler le lendemain. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais se mettre au fond de sa chaise en pensant qu'on est le roi du pétrole et qu'on va être peinard pendant les 6 prochains mois. Et il faut toujours être au taquet et arriver à être la meilleure version de soi-même à tout moment, se remettre en question et toujours repousser ses limites pour arriver à toujours rester au premier niveau. Il y a une phrase comme ça qui dit qui est le plus dur, c'est pas de devenir premier, mais c'est de le rester. Et je pense que c'est ces 3 conseils qu'on m'a donnés qui m'ont permis d'évoluer chez Iban First, non pas d'être le premier de le rester, c'est pas ce que je veux dire, mais d'arriver à entraîner une équipe derrière moi et de la faire évoluer et grandir. Euh, Selon toi, en 2023, aujourd'hui, quel est l'outil indispensable pour un sales?
pense que je vais faire une réponse qui va être basique, mais ça va être un téléphone. Je pense que un sales, c'est un téléphone, c'est son outil, c'est son arme de combat, c'est son fusil pour aller à la guerre. Donc voilà, c'est un téléphone. Après, c'est l'outil indispensable, forcément. Après, un bon CRM bien organisé, bien classé et très rigoureux et méthodique fera aussi une différence, mais, euh, mais bon, c'est l'outil phare, c'est forcément le téléphone pour arriver à contacter ses prospects ou ses clients. Et, durant ta carrière, quelle a été ta plus grosse erreur que tu as faite en tant que commercial? La plus grosse erreur que j'ai fait en tant que commercial, c'était, je pense à des moments donnés où j'étais en confiance, aller trop vite dans les process de vente et brûler des étapes, qui m'a créé un frein au niveau de mon pipe d'acquisition à l'époque et c'est pour ça qu'à chaque fois je revenais du coup à la base de mon pitch commercial et revenais sur un truc plus méthodologique euh, pour me remettre sur les rails et à chaque fois ça a fait ses preuves donc je pense que c'est l'excès de confiance qui m'a fait défaut dans ma carrière. Toi qui as recruté beaucoup de sales dans ton équipe, est-ce que selon toi, sales c'est inné, donc c'est quelque chose de inné, ou c'est quelque chose qu'on peut travailler et qu'on peut le devenir? Je pense que c'est une fibre qu'on a en soi. On est commercial ou on ne l'est pas. Peut être, peut être un élément très méthodique, très organisé. Si on n'a pas une aisance relationnelle et ce côté vendeur qui nous anime, on aura du mal à devenir un bon vendeur qui excelle. On arrivera à faire des ventes, on arrivera à avancer, c'est sûr, parce que comme je te le disais tout à l'heure, c'est la diversité d'une équipe qui fait la richesse d'une équipe commerciale. J'entends par là que moi, peut-être que j'arriverai à échanger avec une société et arriver à la signer, et mon voisin de droite n'y arrivera pas parce qu'il n'aura pas un feeling, un contact avec la personne. Et inversement, il y a déjà des sociétés que j'ai pas réussi à signer et que des personnes ont réussi à signer chez Masters. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que une personne qui n'a pas forcément cette fibre commerciale arrivera toujours à avoir à dégager des performances, mais je pense qu'il n'excellera pas et donc on ne devient pas sales. Je pense que c'est un mindset qu'il faut avoir. C'est pas non plus un métier qui est facile parce que c'est un métier qui demande beaucoup de redondance, mine de rien, dans ses tâches, et c'est quelque chose qu'il faut être prêt à accepter. Je pense que c'est des personnes qui naissent avec cette envie-là d'avoir envie de bouger des montagnes et de vouloir tout avancer et de vouloir tout faire avancer autour d'elles sur un point de vue commercial, hein, j'entends. Euh, et ma toute dernière question, c'est est-ce que tu aurais trois personnes que je devrais inviter sur l'émission? Trois personnes que tu pourrais inviter sur l'émission, c'est une très bonne question. Je t'avoue que je me prends un peu au dépourvu pour le coup. Faudrait que je réfléchisse et que je t'envoie des noms pour voir dans mon réseau quelle personne pourrait être pertinente pour participer à ton émission. Ah, parfait. Merci beaucoup en tout cas pour tes conseils et pour le partage. Juste peut-être une dernière question pour ceux qui veulent te contacter. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Tout simplement. Sur LinkedIn, donc William Gerlach, GERLACH, IBAN First. Je réponds à toutes les sollicitations qui sont sur LinkedIn, que ce soit des sollicitations commerciales, des sollicitations d'étudiants qui souhaitent échanger. Euh, je, j'échange beaucoup avec des étudiants aujourd'hui, je dirais 2, 3 fois par mois, qui cherchent un petit peu à comprendre le métier, enfin mon métier, celui dans lequel et l'industrie dans laquelle j'évolue, puisque je pense qu'aujourd'hui, en école de commerce, en université, on nous enseigne très peu sur l'organisation d'une entreprise, comment elle fonctionne et les différents acteurs qu'il va y avoir au sein d'une société et leur rôle. Et je pense que c'est important d'arriver à partager justement la vision que moi je peux avoir et j'ai eu la chance de faire des stages dans des grands groupes
Et aujourd'hui, jusqu'à présent, les écoles de commerce, universités misaient beaucoup sur les grands groupes parce que c'est là où on peut faire carrière et évoluer. Je pense que les mœurs sont un peu évoluées aujourd'hui et ont changé. Donc voilà, ça pour dire que je reste assez accessible et joignable et on me retrouve facilement sur LinkedIn. Bah, ça va, je mettrai le lien de ton LinkedIn en description. Donc en tout cas, William, je te remercie pour ton temps et pour ton partage et on se dit à très bientôt. Merci à toi, Abdella, pour l'invitation. C'était un réel plaisir. Bonne journée. Merci, merci, au revoir.